Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et c'est l'heure des titres à revenus fixes. Si vous avez suivi le marché obligataire au cours de la semaine dernière, vous avez pu constater une évolution assez significative des rendements des bons du Trésor. L'attention se concentre surtout sur les bons du Trésor américain, mais nous avons observé des mouvements similaires au Canada et dans d'autres régions du monde. Personne n'est mieux placé alors pour en discuter que notre bon ami Monsieur Pitts, Steve Pitts. Steve, bienvenue. Nous essayons d'organiser cette discussion depuis quelques jours car c'est un sujet sur lequel nous avons peut-être pris un peu de retard, mais vous allez rapidement nous mettre au courant de ce qui se passe et des raisons de ces mouvements. En effet, de nombreux Canadiens ont une part importante d'obligations dans leur portefeuille, souvent supérieure à celle des actions. C'est toujours un sujet important et le marché obligataire est souvent un indicateur de ce qui pourrait se passer sur le marché boursier. Il a tendance à flairer les choses un peu plus vite, même si d'aucuns diraient qu'il est un peu paranoïaque. Nous en parlerons bien sûr. Mais Steve, que se passe-t-il? Pourquoi cela se produit-il et que constatez-vous sur le terrain? Oui, merci Dave. Il se passe beaucoup de choses sur le marché en termes d'actualité. Et il n'est pas surprenant que le principal moteur soit la guerre en Iran, qui affecte les rendements et, je dirais de manière générale, les marchés financiers. Le principal mécanisme à l'œuvre, si je puis dire, est le blocage du détroit d'Ormuz. Tout le monde a entendu parler de ce détroit au cours du dernier mois, alors qu'on n'en avait jamais entendu parler auparavant. Et voilà que soudain, il influence les marchés financiers partout dans le monde. Mais le fait est qu'une quantité considérable d'approvisionnement en pétrole, en matières premières, en hélium et en divers engrais est bloquée et ne peut passer par ce détroit. Et au final, c'est vraiment l'impact que cela aura sur l'inflation qui retient l'attention du marché. C'est pourquoi les rendements obligataires ont augmenté. Si l'on prend un peu de recul sur le front de l'inflation, nous avons vu, je crois que c'était la semaine dernière, la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Le taux global s'élevait à 3,8%, mais en excluant l'énergie, le taux sous-jacent restait à 2,8%. C'était donc encore assez élevé. Et cela a suscité une certaine inquiétude. Je pense qu'il y a encore potentiellement un certain impact des droits de douane à ce niveau. La bonne nouvelle, c'est que la situation au Canada était un peu meilleure. L'inflation globale s'établissait à 2,8% et l'inflation sous-jacente était plus proche de 2%. L'inflation semble moins problématique à ce stade au Canada. Mais je pense que cette hausse de l'inflation a eu deux conséquences. La première, c'est qu'elle a vraiment modifié les anticipations concernant la politique de la Banque centrale. Si l'on repense à la fin du mois de février, avant le début de ce conflit, le marché anticipait deux baisses de taux de la part de la Réserve fédérale. Or, aujourd'hui, le marché commence à anticiper une hausse de la part de la Réserve fédérale. Quant à la Banque du Canada, les chances d'une baisse étaient quasi nulles et aujourd'hui, le marché anticipe près de deux hausses. Ce changement de politique monétaire a donc affecté le début de la courbe. Quant aux obligations à plus long terme, l'impact principal a été une modification des anticipations d'inflation, le marché anticipant désormais des niveaux d'inflation légèrement plus élevés. Prenons par exemple le marché des TIPS ou des TTPI. Excusez-moi, Steve, pourriez-vous expliquer ce qu'est un TIPS avant que nous abordions le sujet? Bien sûr, il s'agit d'un titre du Trésor protégé contre l'inflation. C'est une obligation américaine. Il existe des obligations équivalentes au Canada, mais elles ne sont pas aussi liquides et elles ne sont plus émises de toute façon. Nous avons donc tendance à nous intéresser au marché américain. Il s'agit d'obligations qui vous offrent essentiellement une compensation pour l'inflation sur toute la durée de l'obligation. Si l'on prend l'exemple des obligations à 5 ans, la différence entre le rendement réel d'un TPI et le rendement nominal réel d'une obligation à 5 ans s'appelle le taux d'inflation d'équilibre. C'est ce que le marché intègre dans ses prix. Ainsi, si l'inflation s'avère supérieure à ce taux, il est plus avantageux d'opter pour le TPI sur cette période de 5 ans. Si l'inflation est plus faible, vous avez intérêt à opter pour l'obligation nominale. Ce que le marché intègre essentiellement, c'est
que le taux d'inflation est passé d'environ 2,25% au début à environ 2,65 ou 2,7% aujourd'hui. Nous avons donc constaté une augmentation de ce que le marché intègre en termes d'inflation et la tendance devrait se poursuivre au cours des 10 prochaines années. Oui, et le point important à ce sujet, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'inflation à court terme, mais d'une inflation élevée sur une longue période. C'est ce que ces tips nous indiquent. Elle se maintient au-dessus de l'objectif de 2%, niveau auquel les banques centrales, comme la Banque du Canada et la Réserve fédérale, aimeraient ramener l'inflation. Et le marché et les gens, en fait, qui achètent et vendent des obligations, pensent que l'inflation va rester plus élevée pendant encore un petit moment. Ouais, et le marché obligataire exige en substance une compensation pour cette anticipation, selon laquelle l'inflation pourrait être plus élevée que ce que souhaiteraient les banques centrales. Par ailleurs, à plus long terme, on observe généralement une moindre influence des taux directeurs et une plus grande importance des primes de risque liées à l'incertitude entourant l'inflation. Or, l'incertitude concernant l'inflation est actuellement plus forte. Cela entraîne donc une hausse de la prime de risque à court terme. À cela s'ajoute la crainte suscitée par les dépenses budgétaires à l'échelle mondiale. C'est le cas aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Europe aussi, ce qui a globalement entraîné une hausse des rendements à l'extrémité à long terme de la courbe. On a donc assisté à cette convergence des facteurs. Plus récemment, on a vu le rendement des obligations à 10 ans au Canada passer de 3,1% fin février à 3,7% aujourd'hui. C'est le cas sur l'ensemble de la courbe à 2 ans, où les rendements ont augmenté d'environ 60 points de base. Du point de vue des prix des obligations, cela a donc pesé sur le court terme. Vous constateriez que le prix de votre obligation a baissé à la suite de cet ajustement. Je dirais que le Canada a en fait largement surperformé les autres marchés. Le marché canadien a peut-être baissé de 0,3 ou 0,4% cette année, alors que l'indice mondial des obligations a reculé d'environ 1,5%. Cela ne vous réconfortera peut-être pas beaucoup, mais la situation a été un peu meilleure au Canada. L'une des choses qui ressort lorsque je donne des conférences devant des investisseurs ou des conseillers, je soulève l'idée que les niveaux d'endettement du Canada sont en réalité meilleurs que la plupart des autres pays. On nous parle de la dette canadienne depuis toujours. Et si l'on regarde notre ratio dette-PIB qui avoisine les 100%, on ne dirait pas que c'est une bonne situation, mais tous les autres pays sont à 125 ou 130%. Et ce ratio dette-PIB, si on y réfléchit bien, correspond à la dette du gouvernement par rapport à tout ce que le pays produit en un an. D'autres pays affichent des chiffres comme les États-Unis à 130%, le Japon à 250 ou 260%. Finalement, le Canada ne s'en sort pas si mal du tout, se situe dans une fourchette de 95 à 100%. Et c'est exactement ce que reflète le marché obligataire en ce moment. Oui, c'est certain. Et même en ce qui concerne le déficit par rapport au PIB est bien plus élevé aux États-Unis, environ 7% contre environ 2% ici, la dernière fois que j'ai vérifié. La situation est donc très différente. Oui, tout à fait. Et donc, même si en parallèle, en raison des anticipations d'inflation qui se reflètent dans tous les pays, dans les rendements des obligations d'État, ces rendements sont en hausse au Canada. Et les changements dans les anticipations concernant ce qui va se passer avec la Banque du Canada et ce qui s'est déjà produit avec des obligations à long terme, à moins d'un revirement soudain de l'inflation, ce dont nous parlerons certainement, car c'est une possibilité, cela va recommencer à affecter les taux hypothécaires. Les taux hypothécaires avaient baissé de manière significative, devaient encore baisser, et il y a désormais beaucoup plus d'incertitudes à ce sujet. Et si tant est qu'ils s'orientaient à la baisse, la tendance est désormais à la hausse. Oui, c'est particulièrement vrai sur le marché américain. Sur le marché américain, les taux hypothécaires sont indexés sur les obligations à 30 ans, et celles-ci ont atteint hier leur plus haut niveau depuis 20 ans, en clôturant à 5,1%, le plus haut niveau depuis juste avant la crise financière. Ça a donc tendance à influencer les taux hypothécaires aux États-Unis. Ici au Canada, les prêts hypothécaires sont généralement à plus court terme. C'est donc plutôt la partie de la courbe correspondant aux durées de 1 à 5 ans qui a augmenté, mais je dirais que ce n'est pas dans la même mesure que l'on a observé dans d'autres pays.
Le saviez-vous, Steve, je suis un expert du détroit d'Ormuz. Sans doute pas, hein? D'ailleurs, je vais bientôt lancer ma nouvelle balado, Tout sur la géographie. Bon, j'ai un peu de mal à trouver des invités, mais si vous préférez une balado sur les finances avec des invités comme Steve Pitts qui peuvent nous expliquer ce qui se passe sur le marché obligataire, n'hésitez pas à vous abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez vos balados. Suivez-nous sur YouTube, donnez-nous une note de 5 étoiles. Steve ne consent à revenir que pour les notes de 5 étoiles. Alors, assurez-vous de donner 5 étoiles à cet épisode. Mais ce n'est pas non plus où nous en sommes en matière d'inflation. La guerre ne reçoit aucune note de 5 étoiles de la part de qui que ce soit. Nous n'avons pas encore le résultat final. Les résultats dont nous disposons pour l'instant sont des prix de l'énergie nettement plus élevés, qui sont restés élevés suffisamment longtemps pour commencer à se répercuter sur l'économie. Et c'est là le véritable impact de la guerre sur le monde. Vous avez ces rendements obligataires plus élevés et les taux d'intérêt pourraient augmenter en conséquence. Alors, avez-vous autre chose à ajouter concernant la guerre et son impact sur les marchés? Eh bien, je pense que plus cela dure, plus les banques centrales s'inquiètent. À ce stade, si la situation est de courte durée, les banques centrales sont prêtes à faire abstraction et à employer le mot transitoire, même si ce mot est un peu galvaudé. Elles sont prêtes, en quelque sorte, à accepter que cela soit transitoire. Et plus cela dure, plus les prix des matières premières, du pétrole et du gaz, restent élevés, plus il est probable que les gens commencent à réclamer des salaires plus élevés et que ça commence à se répercuter sur d'autres secteurs de l'économie. Le risque est là. Et plus cela se prolonge, plus le risque est grand que ce ne soit pas simplement un pic d'inflation à court terme et que cela commence à s'ancrer un peu plus dans d'autres secteurs de l'économie. Alors, les acteurs du marché obligataire de 2022, la dernière fois où nous avons vu une flambée des prix du pétrole et d'autres facteurs créer un problème d'inflation, se demandent s'ils sont en train de voir une répétition de ce qui s'est passé à l'époque. On avait dit que c'était passager à ce moment-là, que cela arrivait et que ça passait vite et que tout irait très bien. Mais cette situation comporte-t-elle un risque significatif de voir une répétition de ce qui s'est passé en 2022? Oui, beaucoup de gens font ce parallèle. Il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a commencé en 2022. Cela a eu un impact sur les matières premières et l'inflation a commencé à poser problème. Il y a donc des similitudes, c'est vrai, mais honnêtement, en dehors de cela, je pense qu'il faut se rappeler que le contexte était très différent en 2022. Lorsque la guerre a éclaté, les taux directeurs étaient encore à 0,5%. Si vous vous souvenez bien, l'inflation était alors de 8 ou 9%. Les banques centrales avaient donc beaucoup de travail à faire pour rattraper leur retard. Et en plus de cela, il y avait le marché du travail, l'économie venait tout juste de redémarrer, il y avait toujours cette pénurie de puces électroniques ainsi que des pénuries de main-d'œuvre. Le marché du travail était très tendu pour ramener les gens au travail et l'impact du logement aussi sur l'IPC était assez significatif en 2022 également. C'était donc un contexte très différent. Si l'on fait un bond en avant jusqu'à aujourd'hui, les rendements obligataires, qui étaient de 2% au début de cette période, ont démarré à 4% aujourd'hui aux États-Unis. De plus, la politique de la Banque centrale américaine est probablement plus restrictive que neutre. Elle est aujourd'hui plus restrictive, contrairement à l'époque où elle était extrêmement stimulante. Je pense donc que nous entrons dans cette phase. Je pense que si l'on repense à 2022, c'est vraiment la guerre qui s'est superposée à un certain nombre d'autres problèmes qui a conduit au problème d'inflation. Et ces problèmes n'existent pas aujourd'hui. Au contraire, avant la guerre, outre la question des droits de douane, nous commencions à voir l'inflation revenir à des niveaux normaux.
Et certainement au Canada, comme je l'ai dit, nous constatons encore à ce stade que l'inflation sous-jacente se situe autour de 2%. Nous pensons donc que le contexte est très différent de celui de 2022. Nous ne voyons donc pas le même niveau ni le même risque quant à l'ampleur des hausses de taux et à la nécessité d'une hausse des rendements obligataires pour s'adapter à ce contexte. Oui, et vous avez un nouveau président de la Fed qui arrive. En plus de ce que vous pouvez faire en matière de taux directeur, nous ne savons pas exactement quelle orientation il va prendre à ce sujet. Il y a des inquiétudes quant à l'influence directe de l'administration Trump, car c'est elle qui l'a choisi. Mais en même temps, si l'on examine son parcours et ses antécédents, il a notamment évoqué un resserrement quantitatif consistant à vendre plus d'obligations, ce qui pourrait créer un environnement encore plus restrictif sans augmenter les taux. Cela revient au fait que les banques centrales disposent de nombreux outils différents pour gérer cette situation, ce qui, espérons-le, n'est qu'une hausse temporaire de l'inflation et une hausse bien plus modérée de l'inflation, pour éviter de retrouver une situation similaire à celle de 2022, là où les obligations étaient d'un point de vue relatif aussi chères qu'elles ne l'avaient jamais été, alors qu'aujourd'hui, même avant cette décision, elles étaient relativement bon marché et elles sont devenues encore moins chères avec la baisse des prix. Comme je le disais, il y a déjà une importante prime de terme et une prime de risque intégrée au marché en termes d'anticipation d'inflation. Et en ce qui concerne le nouveau gouverneur de la Banque centrale, Kevin Warsh, il faut garder à l'esprit qu'il ne dispose que d'une seule voix au sein du comité. Ainsi, même si l'on craint qu'il ne prenne des décisions en fonction de la volonté de l'administration américaine du moment, il y a d'autres membres, il n'est qu'une voix parmi les 12. Il devra donc convaincre les autres membres de se rallier à son point de vue. Alors, pour répondre à votre remarque, je dirais qu'il a généralement plaidé en faveur d'une baisse des taux en s'appuyant sur la forte croissance de l'IA et ses répercussions sur la productivité. Or, avec une productivité élevée, le risque d'inflation est moindre, ce qui rend des taux aussi élevés moins nécessaires. Et cet argument a certainement du mérite, une certaine validité, mais je pense qu'aujourd'hui, en particulier lors de la dernière réunion, il y avait davantage de dissidents qui souhaitaient en réalité relever les taux d'intérêt. Je pense donc qu'il lui sera très difficile de convaincre le comité d'approuver une baisse des taux, du moins tant que la guerre fait rage et que l'inflation reste un risque. Et personne ne s'attend vraiment à ce qu'il y parvienne, à moins que la situation en matière d'inflation ne change de manière significative. Ouais, je ferai la comparaison avec ma femme et mes deux filles qui sont rentrées de l'université pour l'été, et aussi ma belle-mère qui vit avec nous. Alors au final, je n'ai qu'une voix. Et si je calcule bien, cela fait 12 voix contre moi. N'oubliez pas les chiens. Ouais, j'ai aussi les 4 chiens. Du coup, j'ai dû déployer beaucoup d'efforts pour convaincre tout le monde. Et toutes ces institutions sont conçues avec des contraintes et des contrôles. Je ne pense pas qu'il faille exagérer la situation. Nous nous attendons à ce que les banques centrales continuent d'adopter une politique assez solide en surveillant l'inflation, mais en reconnaissant aussi que cette situation pourrait ne pas durer. Alors, Steve, vous avez abordé le contrepoids à ce que nous observons avec la hausse du prix du pétrole qui se répercute sur l'économie, à savoir certains de ces facteurs à plus long terme qui stimulent la croissance de la productivité. Et au final, on pourrait presque les qualifier de désinflationnistes, n'est-ce pas? Oui, comme vous le soulignez, il existe quelques forces désinflationnistes dont notre équipe obligataire a parlé et qui, selon nous, ne sont pas nécessairement relayées dans l'actualité quotidienne. J'ai évoqué celle de l'IA et je pense que c'est tout à fait pertinent. À mesure que l'IA se développe, elle entraîne une amélioration de la productivité,
Je pense qu'il pourrait encore y avoir, peut-être à court terme, des effets inflationnistes liés à la construction de centres de données, ce genre de choses. Mais en ce qui concerne l'aspect productivité, nous commençons à en voir les premiers signes. Et à mesure que cela se poursuit, cela constitue en soi une force désinflationniste. J'en ai parlé en 2022, le logement était un élément important. Or, il y a un certain décalage dans la façon dont le logement influe sur l'IPC. Et c'est un élément de poids. Je pense qu'il représente environ un tiers de l'IPC. Mais nous voyons maintenant cet effet différé jouer dans l'autre sens, et le fait que la composante logement soit moins un facteur inflationniste a un effet désinflationniste. Et le troisième facteur important est la Chine et l'exportation de la déflation. La Chine a développé son secteur de la fabrication technologique, elle dispose également d'une importante surcapacité. Elle s'est fortement développée dans le domaine des technologies vertes aussi, notamment les voitures électriques. Et nous avons constaté une augmentation de ces exportations. Je pense que depuis 2019, ces exportations vers l'Europe ont augmenté de 30% et ces importations en provenance d'Europe ont diminué de 30% depuis cette date. Elle exporte ses produits et de manière générale à des prix inférieurs à ceux du marché. Alors, il y a ici un impact, je pense, un effet désinflationniste provenant de ces trois facteurs qui n'est pas nécessairement pris en compte. Et pour chacun d'entre eux, cela prendra probablement un peu plus de temps à se concrétiser, alors que le prix du pétrole a un effet très immédiat, très présent. Je dirais que ce sont là des facteurs désinflationnistes en arrière-plan qui, selon nous, une fois que nous aurons surmonté une partie de l'impact du pétrole sur l'IPC, pourraient contribuer à contenir les données de l'IPC. C'est assez incroyable. Au moment de la sortie du film sur Michael Jackson, il y a près de 40 ans, voire plus, sa chanson BYD avait prédit l'arrivée de ces véhicules électriques chinois ici au Canada et l'impact considérable qu'ils auraient. Mais plus important encore, et sur une note plus sérieuse, l'une des présentations que j'ai vues ces dernières semaines, réalisée par un analyste financier, s'intéressait au Canada, et lorsqu'on examine les renouvellements de prêts hypothécaires sur une si longue durée, nous étions notamment en 2022-2023 lorsque les taux étaient nettement plus élevés. L'idée que tous les taux fixés sur les prix hypothécaires en 2020 et 2022 qui allaient commencer à arriver à échéance pour les prêts de 4 et 5 ans, cela allait créer un véritable problème pour l'économie car les gens allaient voir leur mensualité hypothécaire augmenter considérablement pour se répercuter sur tous les coûts de location. Eh bien, nous avons constaté un changement vraiment significatif à cet égard, car lorsque l'on analyse réellement la situation, il y a plus de personnes qui vont bénéficier de taux relativement plus bas en 2022, 23 et 24 que des personnes qui vont voir leur mensualité hypothécaire augmenter fortement à la suite de l'arrivée à échéance d'un prêt hypothécaire de 4 ou 5 ans. C'est donc très intéressant, d'autant plus que le marché locatif au Canada et le marché immobilier d'entrée de gamme sont passés d'une situation tendue et coûteuse à une situation relativement détendue avec des prix en baisse. C'est étonnant de voir à quelle vitesse les choses peuvent basculer d'un extrême à l'autre et en fait faire disparaître ces pressions inflationnistes, les faire baisser parallèlement à un événement comme cette guerre en Iran qui peut faire augmenter le prix du pétrole du jour au lendemain et créer d'autres pressions. Nous pensons globalement qu'il faut surveiller cette guerre en Iran. Et encore une fois, aujourd'hui, si l'on regarde ce qui se passe sur les marchés, alors que tous les rendements sont en baisse, le prix du pétrole est repassé sous la barre de 100 dollars le baril, les actions sont en mode prise de risque, ce sont toutes ces valeurs farfelues qui remontent aujourd'hui. Cela s'est produit du jour au lendemain et espérons que cela mène à une fin de guerre en Iran, ce qui commencera à stabiliser la situation, nous ramènera là où nous étions avant, où les obligations n'étaient pas aussi attrayantes qu'en 2024 ou 2025, mais où la situation n'était pas non plus catastrophique.
Et avec des rendements corrects, on pouvait se contenter d'une assurance sur son portefeuille d'actions tout en générant un rendement correct. Oui, tout à fait. Et l'un des avantages de cette hausse des rendements, une augmentation de 50 points de base des rendements obligataires, est que votre rendement attendu à l'avenir est bien meilleur. Le meilleur indicateur des rendements futurs de votre portefeuille obligataire est son rendement et celui-ci a augmenté. Vos obligations ont pris de la valeur ces derniers temps? Je pense que cela met bien en évidence ce point. J'en parle toujours parce que je pense que parfois les gens l'oublient. Il y a une différence entre une baisse des actions ou de l'or et une baisse des obligations. En fin de compte, avec une obligation, nous savons quel sera le flux de trésorerie pour toutes les obligations du portefeuille. Tant qu'il n'y a pas de défaut de paiement, vous recevrez votre coupon, vous recevrez votre valeur nominale à l'échéance. En cours de route, la valeur de cette obligation fluctuera et sera réévaluée au fil du temps. Mais au final, c'est ce que vous obtiendrez. Si l'or baisse, rien ne garantit qu'il remontera. Si une action spécifique baisse, cela peut constituer une dépréciation. Il ne s'agit pas d'une dépréciation des obligations, il s'agit simplement d'une réévaluation de ces flux de trésorerie futurs. Pour employer un terme technique, le taux d'actualisation a augmenté. C'est vraiment la seule différence. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit pour les investisseurs obligataires. Il s'agit davantage d'une réévaluation des flux de trésorerie futurs, ce qui conduit en fin de compte à de meilleurs rendements sur l'avenir. Nous avons beaucoup parlé de la dette publique lorsque nous nous tournons vers les obligations de société, voire les obligations à haut rendement, ou que nous nous intéressons au marché du crédit. Cela a-t-il ouvert de nouvelles opportunités? A-t-on constaté une augmentation des écarts ou reste-t-il très étroit, ce qui vous inciterait à vous tenir à l'écart de ces segments, car vous n'êtes tout simplement pas récompensé pour le risque supplémentaire que vous prenez? Oui, c'est assez intéressant. Malgré toute l'actualité, la volatilité observée, à l'instar du marché des actions, les marchés du crédit n'ont pas vraiment bougé. Les écarts se sont légèrement élargis en mars, mais depuis lors, c'est-à-dire depuis fin mars et avril, ils sont revenus à leur niveau initial. Ainsi, si l'on examine aujourd'hui les niveaux des écarts et la prime de rendement que l'on obtient en achetant des obligations de société, des obligations à haut rendement ou des obligations des marchés émergents, on constate qu'ils sont à peu près identiques à ce qu'ils étaient en début d'année. Nous n'avons donc pas constaté au final d'augmentation significative de cette prime de risque. Et en fin de compte, je pense que cela reflète le fait que l'économie, que le marché du travail s'est montré assez résilient. Les bénéfices en ont été assez résistants et donc les écarts, tout comme ce que nous avons observé sur le marché des actions, ont reflété cette résilience de l'économie. C'est assez intéressant en ce qui concerne les investissements au Canada sur le marché des obligations de société de qualité investissement. Nous continuons à observer des émissions très soutenues d'obligations de société. L'année dernière a atteint un niveau record et cette année, nous sommes actuellement à environ 70% au-dessus du niveau de l'année dernière à la même période. Il y a quelques semaines, nous avons d'ailleurs assisté à la plus importante émission d'obligations de société jamais enregistrée au Canada. Alphabet a ainsi fait son entrée sur le marché avec Maple Bond, le premier des hyperscalers à s'implanter au Canada. L'entreprise cherchait à lever environ 3 milliards de dollars. Elle a finalement levé 8,5 milliards de dollars sur plusieurs échéances différentes. Je pense que la demande pour ces obligations s'élevait à environ 20 milliards de dollars. Il s'agissait de la plus importante émission de Maple Bond. Les Maple Bonds sont des obligations émises en dollars canadiens sur le marché canadien par des investisseurs étrangers. Alphabet est une entreprise américaine. Mais il ne s'agissait pas seulement de la plus importante émission de Maple Bond, mais aussi de la plus importante émission d'obligations de société jamais réalisée au Canada. Le précédent record était détenu par Coastal Energy il y a quelques années avec environ 7 milliards de dollars. Cela montre donc qu'il existe toujours un appétit pour les obligations de société. Les rendements sont attractifs et c'est vrai aux États-Unis aussi où les entreprises de qualité investissement et celles à haut rendement ont pu se financer sur ces marchés. Cela indique donc que le marché continue de bien fonctionner. Cela se reflète également dans la prime de risque. Donc, pour revenir à votre question, je dirais que nous restons quelque peu prudents en matière de crédit.
Nous sommes satisfaits de détenir des titres de crédit dans plusieurs de nos portefeuilles et de pouvoir profiter de certains de ces rendements plus élevés. Et cela fait partie du cycle où il faut se montrer assez sélectif quant aux titres de crédit dans lesquels on investit. Si votre fourchette d'allocation en titres de crédit va de là à là, par exemple, nous nous situons dans la partie inférieure de cette fourchette et nous adoptons une attitude attentiste afin de disposer de liquidités si une opportunité se présente sur les marchés du crédit pour acheter à des niveaux plus attractifs. Oui, et pour nos auditeurs réguliers et bien d'autres, on me reproche d'être l'optimiste canadien par excellence. Je vais ajouter une petite coche de plus à la case Canada pour le fait qu'une obligation Maple ait réussi à lever autant de fonds, même s'il s'agit d'une entreprise américaine. Mais ils sont venus ici pour lever ces fonds. C'est juste le signe qu'il se passe plein de choses formidables au Canada dont nous continuerons à parler dans les prochains épisodes de l'émission. Et puis, Steve, nous avons même une équipe canadienne encore en lice en finale de la Coupe Stanley. Alors, encore un point positif pour le Canada. Mais dans l'ensemble, Steve, merci d'avoir pris quelques minutes avec nous pour nous tenir au courant de l'actualité. C'est une situation que nous allons continuer à suivre et nous vous recontacterons si les choses s'aggravent à nouveau après une petite accalmie aujourd'hui. Mais merci pour votre temps, Steve, et pour votre expertise. Parfait. Merci, Dave. La présente balado a été préparée par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., RBC GMA, aux fins d'information à la date indiquée seulement. Elle n'a pas pour objet de fournir des conseils juridiques, comptables, fiscaux, financiers, liés au placement ou autres, et ne doit pas servir de fondement à de tels conseils. RBC GMA prend des mesures raisonnables pour fournir de l'information à jour, exacte et fiable, et croit qu'elle l'est lorsqu'elle est communiquée. Nous vous invitons à consulter votre conseiller avant de prendre des décisions fondées sur les renseignements qui figurent dans le présent contenu. Toutes les opinions correspondent à notre jugement et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements présentés ici sont fournis de bonne foi, mais sans responsabilité légale. RBC GMA se réserve le droit à tout moment et sans préavis de corriger ou de modifier les renseignements ou de cesser de les publier.